Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. C'est votre dernière carte blanche de la saison et pour cette dernière, vous souhaitez faire le bilan de votre année française. Oui, car il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas français, comme en témoigne mon accent à chaque instant. Et si je me suis joint à vous cette année, c'est parce qu'on m'offrait le privilège de me plonger intellectuellement dans une année présidentielle qui s'annonçait exceptionnelle. Et elle le fut à sa manière. Laissez-moi vous narrer cette année telle que je l'ai vécue. Point de départ de cette année haute en couleur, une rumeur qui bruissait à la fin du printemps dernier. Se pourrait-il qu'Éric Zemmour soit candidat à l'élection présidentielle? La plupart des observateurs s'en amusaient, d'autres souhaitaient qu'il se lance à la manière d'un candidat de témoignage. On en trouvait aussi quelques-uns pour croire en sa victoire. Zemmour s'est lancé, il a très vite monté. Pendant un temps, Zemmour, pour plusieurs, fut un espoir. Et le régime a pris peur. Après un moment d'effroi, il a riposté en l'extrême droitisant, en le fascisant même. C'était dans les habitudes du régime. Et pourtant, même si la candidature du Z, comme il s'appelait, tanguait, elle résistait. Le 24 février au matin encore, Éric Zemmour se dirigeait vers le second tour de l'élection présidentielle, même s'il n'était plus nombreux à l'imaginer gagnant lors de ce deuxième tour. Mais nous connaissons la suite. Vladimir Poutine, en envahissant l'Ukraine, a créé les conditions d'un effondrement de sa candidature en balayant complètement ses thèmes de la vie politique. Elle s'est alors dissipée. Sa candidature n'était plus l'intrigue principale de la présidentielle. À partir de là, les forces profondes qui traversent la vie politique ont repris leurs droits. Et comme on l'avait annoncé pendant 5 ans, Marine Le Pen s'est retrouvée devant Emmanuel Macron au second tour avant que ce dernier l'emporte de manière décisive en appelant au Front républicain. Comme d'habitude. L'histoire aurait pu se terminer ici. Les Français, comme le veut la logique des institutions, donnant aux gagnants de la présidentielle la majorité nécessaire pour gouverner au moment des législatives. Mais c'est à ce moment que les 1000 malaises refoulés par un régime épuisé ont ressurgi, que la crise de la représentation s'est dévoilée, que la fragilité d'un régime coupé de son peuple s'est exprimée. Alors vous parlez là du succès de Marine Le Pen? Oui, mais pas seulement. Car derrière le succès de Marine Le Pen se trouve la poussée d'une France révoltée, qu'on ne saurait réduire bêtement à la France des extrêmes. Emmanuel Macron avait été réélu davantage sur un rejet que sur un projet. Le réel aux élections législatives a pris sa revanche, en créant une situation que peu parviennent en ce moment à comprendre. Ceux qu'on appelait les lépreux ont pris leur place à l'Assemblée nationale. Les députés LFI y arrivent aussi, mais dans une toute autre logique. Mais pour l'instant, la consigne demeure, il faut traiter Marine Le Pen comme le diable. Un diable encombrant, certes, avec ses 89 députés, mais un diable quand même. Le commun des mortels serait en droit de demander quels amendements et réformes à son programme le RN doit-il encore opérer pour être finalement considéré comme un parti de gouvernement appartenant pleinement à la famille républicaine? Combien de temps la République pourra-t-elle traiter une partie importante de son peuple de factieux? Alors vous nous présentez là une scène politique assez triste et qu'on pourrait même qualifier d'empêchée d'une certaine manière. Oui, absolument. Il y a 5 ans, le macronisme se présentait comme une épopée. Un jeune homme d'exception faisait exploser les clivages et s'emparait de la présidence de la République. Plusieurs ont voulu y croire. 5 ans plus tard, il n'en reste plus grand-chose. Le macronisme se présente comme une politique de classe, technocratisant intégralement la vie politique, au service d'un président un peu hagard qui se demande ce qu'il fait là, comme s'il n'avait plus envie d'occuper sa fonction et se demandant même s'il a encore envie d'avoir envie. Il y avait quelque chose de triste à voir hier Elisabeth Borne chercher désespérément une majorité qui se refuse à elle. Ce scénario risque de se reproduire dans les temps à venir. Les choses ne vont plus si bien. Crise de régime ou pas crise de régime? La plupart des commentateurs ont tranché, pas crise de régime. Je ne suis pas d'accord avec eux. La crise travaille en profondeur la vie politique française, de plus en plus détachée des profondeurs du pays. Le traitement de l'affaire du Stade de France représente pour moi tout ce qui poussera un jour la France vers une crise qui la déstabilisera profondément. Et ce qui accélérera la crise, c'est l'institutionnalisation du mensonge et le déni de réel dans tous les domaines de la vie collective. Reste à voir quelle forme la crise prendra et à quel moment elle adviendra. Mais tout cela dit, malgré ces crises, malgré la rage qui la ronge, malgré ces médias de gauche qui ont une psychologie tchéquiste, la France est un formidable pays. Par sa culture, son sens du débat, son sens de l'amitié, sa littérature, et je pourrais multiplier ainsi les compliments. C'est un pays formidable qui devrait redécouvrir qu'il est un pays formidable. C'était une belle année passée en votre compagnie, et je ne résiste pas à l'envie de vous dire « Vive la France ». Voilà, on ne le dit pas assez, vive la France, je me joins à vous pour le dire. Merci Mathieu Bocoté.